Nous avons eu la chance d'interviewer Antoine Armand. Nathan et Rémi ont pu lui poser des questions sur le rapport de la commission d'enquête. Je me permets d'introduire Antoine Armand avant de lancer la vidéo. Antoine Armand est député de la seconde circonscription de Haute-Savoie. Il est nommé en octobre 2022 rapporteur de la commission d'enquête sur la perte de souveraineté énergétique de la France. Puis, plus récemment, en mai 2023, il a travaillé sur la synthèse des groupes de travail de la concertation sur la loi de programmation sur l'énergie et le climat, plus connu sous le nom de LPEC, qui d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, a été rendu récemment. On va pouvoir lancer la vidéo si elle est prête. Bonjour Monsieur le député. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à ce congrès sur la place du nucléaire dans la transition énergétique. Nous sommes ici à l'école des mines de Paris, à Sophia Antipolis, en présence d'environ une centaine de personnes, d'étudiants, des enseignants, des industriels de l'énergie, des industriels du nucléaire et bien d'autres personnes qui ont souhaité se joindre à nous aujourd'hui. Et nous sommes également en direct sur YouTube. Ce matin, nous avons déjà présenté un panorama de l'industrie nucléaire en France et dans le monde. Nous avons abordé des enjeux plutôt techniques de gestion de réseau dans un mix nucléaire renouvelable. Et nous avons également évoqué la question de financement de projets nucléaires avec la présidente de la SFEN, Valérie Fonod. Merci Rémi. Donc à présent, on entame l'après-midi qui est plus axé sur l'industrie nucléaire française et notamment les défis que celle-ci doit surmonter pour opérer un redéploiement du nucléaire dans les années à venir. Donc vous, monsieur Antoine Armand, député Renaissance de la deuxième circonscription de Haute-Savoie, vous avez été membre de la récente commission d'enquête parlementaire sur la perte de souveraineté énergétique de la France aux côtés du président de cette commission, monsieur Raphaël Michel-Berger. Et vous avez, pendant 6 mois, donc d'octobre à avril, auditionné diverses personnalités politiques et autres sur ce sujet de la perte de souveraineté sur les 30 dernières années au niveau français. Donc c'est dans le cadre de vos fonctions de rapporteur dans ces commissions que nous vous avons convié à notre congrès. Et donc nous pouvons à présent commencer à vous questionner sur ce sujet. Je laisserai vous prendre la parole pour le premier thème. Alors voilà, 4 thèmes seront abordés. Le premier thème sera celui du mur énergétique que vous abordez dans votre rapport. On abordera également plus spécifiquement le mur électrique. Et on a réservé également 2 questions sur le rôle des politiques en matière de stratégie énergétique et également le rôle des générations futures. Donc la première question, le premier thème que nous souhaiterions aborder, c'est celui du mur énergétique. Donc, dans vos travaux, notamment le rapport de la commission d'enquête, vous parlez de mur énergétique et qui semble être vraiment un élément structurant dans vos réflexions sur les questions d'énergie. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, redéfinir ce que signifie ce mur énergétique, d'où vient cette expression et qu'est-ce qu'elle sous-tend? Merci beaucoup d'abord pour cette invitation et bravo d'organiser un tel congrès avec une focale aussi large. Je pense que c'est absolument indispensable que l'ensemble de vos générations se saisissent de ce sujet et le fassent avec cet angle, c'est-à-dire un angle à la fois scientifique, physique et puis un angle industriel. Et ça, je crois que c'est d'ailleurs ce qui nous a beaucoup manqué ces dernières années. Le mur énergétique. Pourquoi? Pour 2 raisons. D'abord, d'où est-ce que ça vient? Ça vient, si vous voulez, de la sensation qu'on a eue avec les membres de la commission d'enquête qui était, comme vous le savez, transpartisane. Hein, c'était une mini-assemblée nationale d'une 30aine de députés de tous bords, donc avec une certaine émulation, mais aussi un certain respect pour ce travail de fond. C'est le sentiment qui s'est installé et puis qui est devenu une conviction au fur et à mesure du temps que finalement, depuis la fin des années 90, c'est-à-dire juste au moment où on finissait le parc nucléaire issu du plan Messmer et finalement avant qu'on réalise, qu'on prenne vraiment conscience pleinement des implications du changement climatique, ce moment où on avait une forme d'illusion d'abondance énergétique jusqu'à aujourd'hui. Et qu'est-ce qui s'est constitué pendant ces 3 décennies? C'est un retard. Un retard que je nomme un mur parce que c'est un mur à plusieurs couches. La première couche, la plus importante, la plus forte, la plus problématique pour nous, c'est celle des énergies fossiles. C'est l'idée que les 2/3 de notre mix énergétique aujourd'hui, comme vous le savez, et sûrement même mieux que moi, sont carbonés. Et donc c'est une dépendance écologique, c'est une dépendance économique et c'est une dépendance géopolitique.
Et puis, la deuxième partie du mur, si j'ose dire, c'est le retard que nous avons accumulé en matière de production de nouvelles énergies décarbonées. On en parlera, je pense, dans quelques instants. La France est terriblement, cruellement électrocentrée. Quand nous parlons d'énergie, nous parlons quasiment toujours d'électricité. Pourtant, au quotidien, on se chauffe et on se déplace, qui sont quand même deux usages assez fondamentaux dans notre société, plutôt à partir de pétrole et de gaz. Et Jean-Marc Jancovici, c'était une de nos premières auditions, avait eu cette formule: sans le pétrole, il n'y aurait pas de ville. C'est une manière d'expliquer que notre société telle qu'elle existe aujourd'hui repose d'abord sur un mix fossile. Et puis il y a un dernier élément du mur, c'est la partie qu'on aurait pu penser franchissable. C'est ce que régulièrement on se donne comme objectif, avec une dimension, il faut bien le dire, de wishful thinking, c'est la sobriété et l'efficacité. Quand vous regardez les politiques publiques des 30 dernières années, vous voyez que souvent, on a utilisé la baisse de la consommation comme la variable d'ajustement, comme ce qui nous permettrait de passer, de boucler, comme on dit, énergétiquement et en particulier électriquement. Or, ce qu'on a bien vu les dernières années, c'est que réduire la consommation de toute une société, de tout un tissu économique, c'est plus dur qu'il n'y paraît. Ça nécessite un effort collectif et ça nécessite surtout une prise de conscience. Si les gens, les entreprises, les collectivités ne réalisent pas à quel point on est proche d'une situation de très grande dépendance économique et énergétique, alors l'effort collectif ne sera pas fait. Et d'une certaine manière, ce mur énergétique, on l'a tous vu, on était tous au pied du mur l'année dernière avec EcoWatt, avec le moment où on s'est dit qu'on aurait peut-être, malgré le marché européen, malgré les importations venues de nos pays partenaires, un blackout, ou en tout cas des délestages. Et je crois, comme toujours au milieu de ces crises et de cette visualisation de mur, que c'est une opportunité et qu'il faut s'en souvenir le plus longtemps possible de cet hiver 2022 pour prendre les décisions qui s'imposent pour les 30 prochaines années. Très bien. Alors finalement, ce que vous dites actuellement, enfin ce que l'actualité récente, pardon, a effectivement montré, c'est que on est un petit peu au pied de ce mur actuellement, et on voit sa hauteur qu'il va falloir dans les prochaines décennies essayer de surpasser. Est-ce que vous pourriez nous éclairer un petit peu sur le comment est-ce qu'on a finalement, comment est-ce qu'on en est arrivé dans cette situation? Alors c'est évidemment la question qui nous a occupés pendant les 6 mois de travaux de la commission d'enquête. Pour ça, on a auditionné des experts, des scientifiques, les responsables du secteur énergétique depuis le milieu des années 90. Et puis, une fois que l'ensemble des parlementaires que nous étions bien familiarisés aux enjeux énergétiques, à leurs contraintes techniques et industrielles, on a auditionné des anciens ministres, anciens premiers ministres, anciens présidents de la République. Et c'est ça qui a créé, je pense, aussi l'émoi collectif qu'on a partagé autour du rapport. C'est ce que j'ai appelé une longue divagation. L'idée que pendant 30 ans, on est allé un peu par tâtonnement, avec parfois des bonnes idées qui n'allaient pas jusqu'au bout, parfois des erreurs et parfois même des fautes, c'est-à-dire des erreurs conscientes et très dommageables. Dans le rapport, je présente les 6 grandes erreurs de la politique énergétique des 30 dernières années. Je ne vais pas toutes les citer, mais je vais vous en donner 3 ou 4 qui me paraissent absolument fondamentales. La première, je passe rapidement parce que je l'ai déjà mentionné. La première, c'est que l'électricité ne fait pas tout. Et tant qu'on considère que le tiers de notre mix énergétique, qui est par ailleurs décarboné ou quasi totalement décarboné, eh bien, doit être l'affaire centrale de la transition énergétique, on manque l'éléphant dans la pièce. Et l'éléphant dans la pièce, c'est la chaleur carbonée. Je vous donne un autre point qui m'a paru extrêmement important et qui est, si je le présente comme ça, d'une banalité inouïe, mais c'est pour ça que je le fais, et je le fais exprès, c'est que l'énergie est une industrie. On a pu croire, avec l'abondance d'électricité produite par le nucléaire, avec l'abondance et le faible coût du pétrole et du gaz de manière extrêmement durable. Je rappelle même que dans les années 2010, on avait des prix de l'électricité négatifs, par exemple. Tout ça nous paraît un monde extrêmement lointain. Mais nous connaîtrons sans doute dans les prochaines années de nouveau ce type de phénomène. Et bref, face à tout cela, on a pu croire que l'électricité ou l'énergie, c'était un peu magique, c'était un peu une matière première disponible, simple, comme on en extrait d'autres un peu partout sur la planète. Or, l'énergie, dans la quasi-totalité des cas, et évidemment bien sûr dans le cas de l'industrie nucléaire, elle est produite. Et elle n'est pas produite uniquement simplement grâce à un réacteur quelque part en France, elle est produite parce qu'il y a toute une chaîne industrielle. Parce qu'il y a la chaîne industrielle de l'extraction, de l'enrichissement, de la préparation du combustible uranium, évidemment
de la filière nucléaire elle-même et de l'exploitation des réacteurs, et puis en aval, de la capacité à retraiter, à préparer les déchets et à les stocker. Et quand vous affaiblissez une part de cette filière, eh bien, vous affaiblissez in fine, c'est latent, d'abord ça prend un petit temps, puis ensuite vous affaiblissez in fine, mais très durablement, la filière elle-même. Et je vous donne un autre exemple, les panneaux photovoltaïques. On avait dans les années 90-2000 des entreprises qui faisaient du photovoltaïque en France, qui faisaient des panneaux, qui n'ont pas surmonté le passage de la compétitivité au moment de la mondialisation. Ça nous a conduit, bon, pourtant, alors qu'on les subventionnait assez fortement dans les années 2000, à faire, à la fin des années 2000, de la décennie 2000, un moratoire, en disant, bon, c'est très bien, on en installe beaucoup, mais il se trouve que ce sont des panneaux PV chinois, et donc on aimerait bien arrêter. Et forcément, on a mis une forme de coup d'arrêt. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas assez anticipé le fait qu'il fallait un ancrage industriel. Et le chemin que ça dessine, c'est que dans les prochaines années, il faudra penser l'énergie et le système énergétique comme une réindustrialisation du pays. Et puis je vous donne un dernier exemple, forcément, du fait de votre formation actuelle. Allez, j'en donne deux autres si vous m'autorisez. Le premier, c'est de penser l'énergie et en particulier l'électricité comme un système. C'est vraiment pas à vous que je vais dire ça, mais on a absolument besoin de comprendre et que les nouveaux défis qui se posent au système électrique, qu'il s'agisse de l'hydrogène, de la flexibilité, de notre capacité à faire de l'effacement, évidemment la capacité à gérer l'intermittence des énergies renouvelables électriques, mais aussi finalement la capacité à avoir une résilience au-delà de l'électricité du système énergétique. Est-ce qu'on a suffisamment de pétrole stocké? Comment est-ce qu'on fait pour augmenter nos stocks de biogaz? Est-ce qu'on a les capacités de regazéification du gaz qui arrive à nos frontières ou aux portes du continent européen? C'est une question absolument centrale, c'est la sécurité d'approvisionnement. Et ça, je crois que c'est revenu et on se l'est pris collectivement en pleine face l'hiver dernier. Et le dernier point que je voulais mentionner, c'est évidemment la recherche. Et on le dit très simplement dans le rapport, puisqu'on a vu des installations de recherche, et notamment le réacteur de 4e génération arrêté à la fin des années 90. Celui qui ne fait pas de recherche activement en matière énergétique prend un retard qui sera probablement irrattrapable. Et donc, d'une certaine manière, le lancement de projets de recherche, l'approfondissement de projets de recherche, le gouvernement a lancé des appels à projets dans le cadre de France 2030, notamment pour des réacteurs nucléaires innovants. Il faut probablement avancer dans l'entonnoir. Le pays qui aujourd'hui ne fait pas de recherche de manière active, poussée, ciblée, prendra un retard qui sera probablement très difficilement rattrapable dans 10, dans 20 ou dans 30 ans. Merci, monsieur Armand. Sans évincer pour autant l'éléphant dans la pièce, la chaleur carbonée que vous aviez évoquée précédemment, on souhaitait à présent raffiner le sujet pour aller du mur énergétique au mur électrique et pousser la question sur le thème de notre congrès, c'est-à-dire la place à donner à l'énergie nucléaire pour passer, non pas le mur énergétique, mais le mur électrique qui se profile devant nous, et aussi quels leviers concrets mettre en place pour permettre à l'énergie nucléaire de jouer ce rôle dans les prochaines années. C'est évidemment une excellente question. Je ne reviens pas sur l'historique de la filière nucléaire des 30 dernières années parce que je pense que vous et les participants au congrès en ont une idée assez claire et le rapport que j'ai produit n'a fait que compléter, je pense, l'image globale qu'on avait sur le sujet. En matière d'industrie nucléaire, je pense qu'il y a un peu deux temporalités. Et je commence volontiers par une temporalité qui n'est pas finalement aujourd'hui sur le devant de la scène, c'est celle de 2030. Allez, 2030-2035. Pourquoi? Dans le travail qu'a fait le secrétariat général à la planification écologique, il est évidemment question d'être capable de passer le cap de 2030 en matière d'augmentation d'électricité. Je le disais, comme on a finalement très peu anticipé les conséquences en termes de politique publique, de l'adaptation, de l'atténuation au changement climatique, pendant des années, on a fait comme si la consommation d'électricité n'allait faire que baisser. Et puis récemment, en passant du facteur 4 à la neutralité carbone notamment, en faisant des études plus approfondies, on s'est rendu compte qu'on allait avoir besoin de beaucoup plus d'électricité d'ici 2030. Et dans ce cadre-là, la ministre de l'Énergie, en s'appuyant sur les travaux du SGPE, propose que la production du parc nucléaire français remonte de à peu près 300 TWh aujourd'hui à une cible de 400, mais au moins 360 TWh. Pourquoi je dis ça? Je ne dis pas ça pour jouer au nucléaire-ocrate caricatural, mais de fait, dans ces projections-là, la part d'électricité supplémentaire qu'on va être capable de fabriquer en 2030 par rapport à aujourd'hui, ce sera d'abord de l'électricité nucléaire. Parce que pour produire 60 TWh d'électricité à partir des ENR,
il va falloir qu'on se lève de bonne heure. Et on va se lever de bonne heure parce que c'est indispensable. Mais de fait, il faut avoir en tête que le premier service dans le temps que va rendre l'industrie nucléaire, c'est de revenir à une performance industrielle où les arrêts de maintenance programmés, les visites décennales, etc., sont mieux calibrés, mieux ajustés, sans évidemment rogner sur la sûreté en aucune manière, mais simplement mieux adaptés d'un point de vue de la performance industrielle pour qu'on y arrive. Et puis, le deuxième enjeu, c'est évidemment à partir de 2035 et jusqu'en 2050, au moins, c'est la capacité à renouveler notre parc, à lancer le renouvellement du parc avec la question cruciale que tout le monde se pose et qu'il ne faut surtout pas éviter, est-ce qu'on va être capable de fabriquer correctement et de manière industrialisée, c'est-à-dire en série, de nouveaux designs de réacteurs nucléaires, en l'occurrence les EPR. Et vraiment, ça, et je le dis notamment pour vous toutes et tous, parce que c'est vous qui serez en partie aux responsabilités, y compris techniquement, on ne gagne jamais à mettre les problèmes sous le tapis. Je pense que le rapport de Jean-Martin Foltz, si vous ne l'avez pas lu, lisez-le, c'est celui qui est sorti en 2019 et qui explique le fiasco du chantier de Flamanville de son lancement au milieu des années 2000 jusqu'au moment du rapport en 2019. Et en fait, c'est une accumulation. Qu'est-ce que c'est ? C'est des problèmes de gestion interne, des manques de compétences en volume et en qualité, etc. etc. Et donc, ça va être votre travail, ça va être notre travail de superviser ce qui sera un chantier du siècle, mais qui peut nous permettre d'avoir de nouveau un parc nucléaire existant. Et le président de la République a annoncé 6 réacteurs, il en a annoncé 8 autres en construction. Sky is the limit, si vous me passez l'expression. Si on est capable d'avoir une industrie nucléaire qui permet de produire de l'électricité décarbonée de manière pilotable, constante et en quantité, là, on a un socle pour préparer sérieusement, réellement, la réindustrialisation du pays. Merci. Donc, comme vous l'évoquiez juste à l'instant, il y a eu un discours très marquant l'an dernier en pleine campagne présidentielle de M. Emmanuel Macron, qui s'est tenu à Belfort et qui, justement, impulsait la construction, dans un premier temps, de 6 nouveaux EPR, voire 8 supplémentaires par la suite. Est-ce que, selon vous, ces EPR supplémentaires seront suffisants pour passer ce mur énergétique qui se profile devant nous, et surtout dans l'optique de ce que vous abordiez au début de la précédente question, c'est-à-dire la période déjà 2030-2035, où ces EPR ne seront pas en opération vraisemblablement sous cet horizon de temps. Est-ce que à ce moment-là, sur quel autre levier on va devoir jouer? Le nucléaire est-il simplement suffisant pour passer ce mur à ce premier horizon court terme, puis à plus long terme sur l'aspect 2050, sur l'horizon 2050? Alors, vous avez tout à fait raison, d'ici 2035, et même si on arrive à mettre en service avant 2035 quelques SMR, notamment via le projet d'EDF, c'est-à-dire des petits réacteurs modulaires nucléaires qui ont une puissance qui est en général dont l'ordre de grandeur est de la centaine ou de la 200 de mégawatts, même si on arrive à lancer cette mise en service pour certains, le nucléaire constituera seulement une partie de la solution. Oui. Et ça, je le redis, si vous me permettez une nouvelle invite à votre égard, vraiment, vous êtes dépositaire de la responsabilité de ne plus opposer les ENR et le nucléaire. Parce que si vous l'opposez, si notre génération l'oppose dans les 30 prochaines années, et donc continue à se concentrer sur comment remplacer une énergie décarbonée par une autre, et en l'occurrence de l'électricité décarbonée par une autre, avec les difficultés en termes de service et d'équilibrage du réseau électrique, là, on se prendra le mur et vous aurez juste appuyé sur l'accélérateur. Donc, la solution, c'est évidemment d'être capable de jauger d'une manière technique, scientifique, industrielle, les apports de telle ou telle source d'énergie. Et donc, en l'occurrence, il faut évidemment continuer à installer de l'éolien terrestre, développer beaucoup plus vite que ce qu'on le fait l'éolien en mer, continuer à être bon en matière d'éolien flottant parce que la France a pris de l'avance en matière technologique. Si vous avez l'occasion de vous y rendre, allez à Fos-sur-Mer. Les 3 premières éoliennes flottantes du parc européen sont installées et elles sont quand même d'une puissance colossale par rapport à ce qu'on sait faire jusqu'ici. Elles nécessitent une chaîne industrielle derrière, on en parlait juste avant, qui est aussi colossale et qui nécessite qu'on la prenne au sérieux. Et puis, évidemment, les panneaux photovoltaïques. Il ne s'agit pas ici d'oublier que les panneaux photovoltaïques produisent plutôt le jour et que les éoliennes produisent plutôt quand il y a du vent et encore pas trop fort et pas en rafale. Bon, évidemment. Et d'un point de vue strictement physique, si les ENR électriques étaient seuls sur le continent européen, il faudrait évidemment un backup pilotable. Et ça, c'est une évidence et il ne faut pas le nier. Simplement, se servir de l'intermittence des énergies renouvelables pour ne pas voir que dans la situation dans laquelle on est, chaque kilowattheure produit à partir d'éolien ou de PV est un kilowattheure qui n'est pas produit à partir de gaz
et en particulier de gaz venus de l'Est ou de fuel, c'est une erreur, et c'est une erreur physique aussi importante, et c'est une mauvaise foi qu'il faut vraiment qu'on refuse collectivement. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Armand. Alors après avoir parlé, on va dire, plutôt de votre rapport, des enjeux d'énergie, etc., ce qu'on aimerait aborder un peu plus le rôle des politiques, donc votre rôle dans la définition d'une nouvelle stratégie, d'une nouvelle impulsion politique en matière d'énergie. Dans le rapport, vous avez dressé un constat parfois un peu plus terne du secteur énergétique français, alors, qui a souffert en partie d'un manque de vision stratégique et de position politique ferme au cours des dernières décennies. Et pas uniquement le sujet du nucléaire, hein, l'intégralité du spectre du secteur énergétique. Mais l'actualité récente a toutefois montré une nouvelle ambition, une nouvelle impulsion, en particulier sur le nucléaire. Alors, on souhaiterait avoir l'opportunité de vous avoir parmi nous aujourd'hui pour vous poser la question de votre point de vue sur le rôle des politiques en matière de stratégie énergétique, et notamment le rôle d'un député face à cette nouvelle ambition. Alors, c'est évidemment une très bonne question, et la première chose, et c'est pas pour botter en touche que je dis ça, mais la première chose qui me paraît décisive pour un responsable public aujourd'hui, c'est d'abord de savoir quelle est sa place. Et ce qui finalement a pu causer un certain nombre d'erreurs, voire de fautes commises ces dernières années, c'est deux erreurs, c'est deux mauvaises perceptions qui sont finalement à l'opposé. Celle qui est l'illusion de la toute-puissance, l'idée que vous êtes ministre en charge de l'énergie, vous êtes un parlementaire qui connaît l'énergie, et donc vous croyez que vous allez en redire aux ingénieurs, à tous ces ingénieurs assez pénibles de la DGEC qui vous disent que quand même 50% de nucléaire, ça paraît difficile à l'horizon 2025, ou qui vous disent que ça paraît quand même une bêtise d'arrêter ce surgénérateur de 4e génération dans lequel on a investi 10 milliards et qui commence à produire de l'électricité en brûlant ses propres déchets. Bon. Et donc la première erreur, c'est que le responsable politique se mette à la place des ingénieurs. Et puis la deuxième erreur à l'opposé, c'est que le responsable politique consiste que son travail, c'est de donner des grands objectifs généraux, et puis que l'intendance suivra. C'est un truc assez français aussi. La responsabilité, elle se trouve entre les deux. Et la première responsabilité que nous avons, nous responsables publics, c'est de s'informer, de s'informer et de s'informer. On a le droit, et c'est même logique, qu'on ne comprenne pas tous les enjeux scientifiques et techniques. Mais si on n'est pas capable de comprendre simplement comment fonctionne un réacteur nucléaire, quels sont les composants essentiels pour fabriquer une éolienne, quelle est la chaîne de valeur et les maillons critiques d'une chaîne de valeur pour produire une pompe à chaleur, comment est-ce que fonctionne un système électrique, qu'est-ce que ça veut dire que de l'équilibrer à chaque instant, pourquoi est-ce que l'électricité ne se stocke pas et ne se transporte pas. Si on n'a pas ces bases-là, on est susceptible de recommencer, évidemment. Et ça, c'est cette première responsabilité, c'est celle de l'information. Et puis la deuxième, et ça aussi en matière politique, et malheureusement ça ne se limite pas au secteur de l'énergie, c'est extrêmement difficile, et donc c'est un peu un engagement de tous les instants pour y parvenir, c'est d'informer, c'est-à-dire de dire la vérité, ou en tout cas de dire ce qu'on a compris. Vouloir dire aujourd'hui, comme une partie de la classe politique, il suffit de décroître, on réglera tous nos problèmes, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On peut considérer qu'une forme de décroissance est nécessaire, mais croire qu'on passera ce mur énergétique simplement en arrêtant de consommer de l'énergie ou d'en consommer beaucoup moins, c'est pas vrai. C'est probablement d'abord assez inacceptable socialement, mais c'est surtout en ordre de grandeur pas vrai. Et inversement, continuer à hurler à la mort en disant que la déchirure de la filière nucléaire est la cause de tous nos problèmes et que tant qu'on n'aura pas de nucléaire, on ne pourra rien faire, c'est repousser le problème à plus tard et c'est nous intoxiquer de nouveau au gaz. Pourquoi ? Parce que c'est à nouveau des ordres de grandeur. Et donc dire la vérité, dire que pour passer le mur à 2030 et le mur à 2050, et j'y ajoute même ce qui nous intéresse le plus et ce qui vous, vu vos âges respectifs, vous intéresse aussi, c'est après 2050. Après 2050, l'idée c'est d'avoir un pays décarboné qui permet d'avoir un appareil industriel qui fonctionne. Au fond, c'est ça notre but. Notre but, c'est pas d'atteindre la neutralité carbone une année, c'est pas un checkpoint. Ce qui nous intéresse, c'est de construire un pays qui tient sur ses acquis. Et donc notre responsabilité, c'est de dire la vérité, de dire que ça va être difficile, qu'il faudra combiner la sobriété et la production, qu'il faudra porter des cols roulés et construire des EPR, si vous me passez l'expression. Et ça, c'est notre responsabilité de le dire. Et ensuite, les gens voteront en conscience. Ils pourront décider que non, ça les amuse pas, ce discours un peu difficile. Mais si on montre à la fois qu'il y a une difficulté et qu'il y a un chemin, on sera beaucoup plus responsable que si on montre ou que la difficulté ou que le chemin.
Parfait, merci. Je vous laisse la main pour- Merci. Donc, vite porter des cols roulés. Donc, ça nous amène de manière très amusante à notre dernière partie qui s'axe sur la formation. En effet, vous abordez à plusieurs reprises notre génération en insistant bien sur le fait que c'est à nous maintenant de prendre en charge ces questions et thématiques énergétiques à venir et déjà présentes finalement maintenant. Donc, l'accès à la compétence, ça a souvent été un thème récurrent au niveau du débat français. Pendant longtemps, on disait qu'en France, les apprentis n'étaient pas valorisés, on était en retard également par rapport à nos voisins sur les formules d'apprentissage. Donc, il semblerait qu'on comble petit à petit ou qu'on ait déjà comblé ce retard et que la formule apprenti était très revalorisée en France ces dernières années. Et vous faites, au sein de votre rapport, une recommandation particulière qui fait mention ici d'un label sur les apprentis de l'énergie. Alors, pourriez-vous nous présenter un peu plus ce que serait ce label, sa consistance, et nous dire s'il s'agit d'une proposition qui a fait écho, finalement, auprès des industriels de l'énergie et également de l'État? Alors d'abord, effectivement, la question des compétences, c'est pas vrai seulement en matière énergétique, mais c'est encore plus vrai en matière énergétique, va être cruciale. Pourquoi? Parce que si vous prenez les grandes filières et que vous donnez quelques ordres de grandeur, vous voyez qu'en matière de rénovation énergétique, le besoin en compétences dans les prochaines années, c'est de l'ordre de la centaine de milliers d'emplois, voire davantage. Si vous prenez la filière nucléaire, on sait que au moment de la relance concrète, au moment du chantier, des chantiers eux-mêmes, des futurs EPR, ce sera des dizaines de milliers de personnes, etc., etc. Et je pourrais en rajouter d'autres sur les réseaux, notamment les besoins de recrutement. Donc ça va être crucial. Sans compétences, en volume et en qualité, on n'y arrivera pas. Et oui, effectivement, la France a ce biais, et c'est ni vous ni moi qui allez dire le contraire, des grandes écoles, des intellectuels, et c'est une très bonne chose, c'est ce qui nous permet souvent d'être à la pointe de la recherche, à la pointe de technologie, d'avoir un rayonnement dans le monde qui est évidemment très précieux, scientifique, technique et industriel. Mais simplement, on a régulièrement eu l'occasion de se couper de nos jambes, de notre force motrice qui est l'industrie et qui sont donc les personnes qui travaillent dans l'industrie. Ça a mené à une forme de dévalorisation croissante, continue des métiers dits techniques, du lycée professionnel et plus encore de l'apprentissage. L'apprentissage, c'était vraiment devenu quelque chose de dégoûtant. Il y avait une connotation un peu politique. On croyait qu'on allait envoyer des gens à l'usine, hein, du bétail à l'usine, et que c'était une manière de s'en débarrasser, sans voir deux choses qui sont pourtant cruciales. C'est que l'usine aujourd'hui, et j'en visite beaucoup, et notamment les dernières qui se construisent, c'est pas Germinal. Et la deuxième chose, c'est que dans une usine, quand vous participez à la conception d'un produit, quand vous le suivez, vous trouvez un sens, que vous soyez ingénieur ou technicien, que vous ne trouvez pas forcément ailleurs, vous contribuez à quelque chose de très concret dans la société, et donc c'est très fort. Et oui, il faudra sans doute aller plus loin. Alors on a aujourd'hui atteint un cap d'un million d'apprentis. En France, ça paraissait complètement irréaliste. Il y a un deuxième effort à faire, c'est que ces apprentis se trouvent de plus en plus dans les filières proches du bac ou infrabac, et pas uniquement dans l'enseignement supérieur, même si c'est une très bonne chose. Et puis ça va être le travail qu'on va mener avec la réforme du lycée professionnel. C'est quelque chose qui, pardon, hein, est un peu de bon sens, mais qui consiste à réduire les filières qui ne proposent pas d'emploi à la sortie, et puis à la sortie directe ou indirecte après l'étude supérieure, et augmenter les places dans les filières dont nous savons que nous aurons absolument besoin. Mais on va forcer personne à y aller. Donc ce qui compte et ce qui est indispensable, c'est de construire ce récit collectivement pour y arriver. Et enfin, c'est que lever les obstacles pratiques. Pourquoi est-ce que je parle du label des apprentis de l'énergie? Pour cette question de reconnaissance que j'ai évoquée. Aussi pour une autre raison, c'est que quand vous êtes en train de, si vous n'y êtes pas allé sur le chantier de Sizewell, sur le chantier nucléaire du Royaume-Uni, qu'est-ce que vous verrez? Vous verrez qu'une mini-ville s'est construite et qu'il faut donc loger ces personnes, qu'il faut donc leur trouver un moyen de se déplacer, qu'il faut leur donner les aménités pour pouvoir y vivre et y travailler. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel certaines régions, je pense notamment à la région Normandie, se sont engagées. La formation des apprentis, le logement, le transport, c'est concret, mais c'est absolument indispensable. Ce sera une des clés de la réussite. Monsieur le député, merci beaucoup pour vos propos, cet éclairage. Et Merci beaucoup. On a été ravis d'avoir pu échanger avec vous pour notre congrès. Merci à vous et bon courage à tous et à toutes pour reconstruire le système énergétique français en 30 ans. On y compte bien. Merci beaucoup.